C'est en ce sens qu'il faut remercier le chef de l'État d'avoir insisté, notamment depuis les années précédentes, mais encore une fois cette année, pour que cette émission ait lieu. Et pour moi, c'est une première. J'ai été nommé le 13 mars dernier, comme la plupart des membres du gouvernement, de ce gouvernement, de monsieur Amadou Riba. Donc c'est un exercice qui est nouveau pour moi, mais c'est aussi un grand honneur, un privilège pour moi de venir en tant que ministre, grâce au bénéfice de ce décret, soutenir le budget pour lequel le secrétariat général du gouvernement œuvre et contribue au renforcement du travail gouvernemental et à la refondation de l'État. Il était très important que tous les ministres puissent se soumettre à cet exercice pendant que nous passons au budget programme, qui est encore une réalisation grâce au concours du ministre du Budget et ses équipes. Le budget programme va nous permettre d'avoir un plan d'action conforme à la vision qui est assignée dans les lettres de mission. Donc, je voulais insister sur cette partie pour que on mette en lien les activités réalisées au secrétariat général du gouvernement et la vision que le CNRD porte. Et le président de la République qui est l'incarnation de cette vision de refondation de l'État. Le secrétariat général du gouvernement est une institution administrative. Pour la définir à contrario, ce n'est pas un département ministériel classique où vous aurez des projets évaluables, visibles à l'œil nu, ou par le grand public peut constater plutôt ses réalisations. Le secrétariat général du gouvernement, c'est, pour parler en français facile, c'est les petites mains de l'administration qui assistent le Premier ministre dans l'impulsion, la coordination et le contrôle de l'action gouvernementale. Le secrétariat général du gouvernement assure la continuité entre les gouvernements qui se succèdent, assure la continuité de l'administration et de l'État. Et à ce titre-là, comme tous les autres départements, nous bénéficions d'un budget qui est adopté d'abord en loi de finances initiale, puis réaménagé en loi de finances rectificative, qui nous permet de réaliser certaines choses. Pour revenir succinctement sur nos attributions, comme je l'ai dit, le secrétariat général du gouvernement assiste le Premier ministre dans l'impulsion, ce qui veut dire que dans la définition des politiques publiques, dans l'élaboration des lettres de mission, le secrétariat général du gouvernement est à côté du Premier ministre pour que la lettre de mission qui lui a été assignée soit déclinée au sein des départements sous forme de mission. C'est ce que nous avons essayé de faire cette année lors de la retraite gouvernementale, en discutant avec les membres du gouvernement sur ce qui leur est fixé comme objectif et ce que eux-mêmes souhaitent atteindre. Dans la coordination de l'action gouvernementale, le secrétariat général du gouvernement intervient dans l'interministérialité, c'est-à-dire faciliter le travail entre les départements ministériels à travers le conseil du gouvernement, le conseil interministériel, à travers le conseil des ministres, dont nous élaborons l'ordre du jour, nous assurons la réalisation à côté du Premier ministre et nous veillons au suivi. Ça, c'est le volet contrôle, qui est cette fois-ci de veiller à ce que les communications portées par les membres du gouvernement devant leurs pairs et validées par le chef de l'État en Conseil des ministres soient traduites en réalisation. C'est le volet contrôle que nous assurons à travers un suivi régulier qui est porté par la direction de la gestion du travail du courrier gouvernemental. Ensuite, nous assurons le contrôle de conformité a priori, c'est-à-dire en amont des textes réglementaires et des textes légaux. C'est-à-dire que nous veillons sur la base de principes de légistique, de la conformité des actes à la Constitution, mais aussi aux délibérations du Conseil des ministres, et surtout sur la forme et le contenu. C'est en ce sens que la direction de la législation et de la réglementation va regarder en amont quel est le contenu d'un arrêté. Est-ce que c'est d'abord les attributions du département? Est-ce que sur le plan légistique, il est conforme aux normes d'élaboration d'un acte réglementaire? Et nous assurons également la navette entre l'exécutif, c'est-à-dire le gouvernement, la présidente de la République qui est une institution, et le Conseil national de la transition, ou le législatif. Également avec la Cour suprême pour la conformité de ces actes à la Constitution, en l'occurrence la charte de la transition qui est en vigueur en ce moment. Nous veillons également à la publication. Ça, c'est le principe d'opposabilité de l'acte. Lorsqu'on dit que nul n'est censé ignorer la loi, il faut s'assurer qu'elle soit d'abord rendue publique. C'est en ce sens que nous veillons à la publication des actes réglementaires et des actes légaux
dans le journal officiel de la République. Et à côté de ça, nous assurons également, avec la direction de la gestion des hauts cadres de l'État, de la mise à disposition des ressources nécessaires pour les postes de nomination. Nous assurons la formation à côté du ministère de la fonction publique et du travail de ces hauts cadres de l'État. Et pour ça, comme je l'ai dit en introduction, nous avons un budget initial qui nous a été attribué à la loi de finances initiale 2023 d'un montant de 69 milliards 942 millions 763 000. Vous verrez que c'est un budget qui est proportionnel au poids du secrétariat général du gouvernement dans l'administration. Ça représente à peu près 2% du budget national de développement. Et avec ça, nous arrivons quand même à mener des actions dont je pense qu'on aura l'occasion d'aborder ici. Tout à fait. À la suite du réaménagement de ce budget à la LFR, nous avons bénéficié d'une augmentation de 13% parce que le plan d'action a été réaménagé et adapté à la vision du Premier ministre, M. Amadou Riba, qui nous a assigné de nouveaux objectifs, et nous avons obtenu 13% d'augmentation qui a fait passer notre budget à 80 milliards 139 millions 859 865. Et avec ce budget et cette augmentation, qui est de 10 milliards à peu près, nous avons su réaliser, notamment dans les rubriques que je vais détailler après, la rénovation, la mise à disposition de certains outils de travail. Mais je pense que depuis le début de cette émission, vous avez vu désormais entre le budget mis à disposition, celui engagé et celui décaissé, il y a un delta qui fait que la réalisation des actions est conforme plutôt au budget décaissé. Donc à ce niveau-là, nous avons engagé 88% plutôt de notre budget, correspondant à un montant de 70 milliards 252 millions 337 734, qui fait 88% d'engagement. Et le taux de décaissement que nous avons pu obtenir sur ce budget est de 58% de décaissement. 40 milliards 970 755 297. Dans les rubriques qui nous ont été assignées à la LFR, vous avez les répartitions suivantes. Le taux global 58%, mais si je reviens rubrique par rubrique, sans surprise, les dépenses de personnel ont été décaissées à 100%, parce que c'est ce qui nous permet de fonctionner, pour un montant de 10 milliards 715 millions 511 millions 777. Tel qu'engagé, il a été décaissé à 100%. Ensuite, vous avez les dépenses de biens et services. Aux 55 milliards 736 millions 280 617, nous avons pu engager 51 milliards 458 555 et 43 francs guinéens. Malheureusement, le taux de décaissement n'a pas suivi sur ce montant. Il représente à peu près moins de la moitié de ce montant et il fait 22 milliards 339 millions 745 049, ce qui représente 92% de taux d'engagement, mais 43% de taux de décaissement, de paiement. Ces dépenses de biens et services, c'est quoi? Ce sont les papiers en tête que vous utilisez, enfin, que nos collaborateurs et nos collègues utilisent dans les départements avec le fameux bandeau noir, qui nous a permis d'une part de sécuriser le courrier de l'administration, de donner une identité visuelle à notre administration, parce que partout aujourd'hui, lorsque vous voyez le papier en tête de notre administration, vous savez que ça vient de la Guinée. Nous avons inclus des codes de sécurité en filigrane. Nous avons inclus le branding national, qui est aussi notre identité visuelle, qui permet à travers les documents et autres supports d'identifier la Guinée parmi d'autres. Nous avons également, dans cette rubrique-là, participé à l'élaboration et la signature en tant qu'autorité contractante des titres fonciers avec le ministère de l'Habitat. Ça peut être surprenant, mais le secrétariat général du gouvernement, dans ses attributions, gère également les documents, titres et valeurs sécurisés. Pas en totalité, mais certaines. C'est notamment les titres fonciers, comme je l'ai dit, les carnets de passeport, les livrets les quittances du ministère du Budget, entre autres. Et au titre de ces engagements, certaines rubriques ont été engagées et réalisées. Tous les mois, tous les départements bénéficient de livraison de papiers en tête sécurisés afin que la rupture de stock ne se fasse pas ressentir. À ce titre, donc, nous avons pu engager 43% du budget
affectés à cette rubrique. La principale difficulté là-bas, c'est la gestion transversale du type de document avec l'ensemble des départements, étant donné que initialement les dépenses étaient affectées à chaque département. Donc, il fallait d'une part travailler avec ces départements pour l'élaboration des cahiers de charges techniques, ensuite travailler avec la Direction générale du contrôle des marchés publics sur la procédure de passation et après obtenir le contrat et aller de l'avant. Donc l'ensemble de cette procédure peut durer très longtemps et ça impacte sur l'engagement du budget affecté à cette ligne-là. Donc nous veillons à ce que l'ensemble des rubriques soient engagées pour cette année. Les dépenses de transfert, nous avons un EPA, qui est le centre de documentation et administratif. EPA qui veille aux archivages, à l'archivage plutôt des documents, mais aussi à leur mise à disposition du grand public. Cette dépense n'est pas très élevée, mais elle a permis quand même de gérer au maximum le fonctionnement de cette EPA. Initialement, à la LFR, c'était de 1 milliard, 188 millions et 67 francs. Ce montant a été engagé dans sa totalité et a été également décaissé et payé. D'accord. Il couvre essentiellement les dépenses de fonctionnement du centre de documentation administrative. Les dépenses d'investissement, nous avons dans la rubrique, dans cette rubrique, 12 milliards à la LFR, l'engagement 6 milliards 390 millions 263 443 et le paiement 6 milliards 227 millions 431 000, soit 53% de cet engagement qui représente un taux de paiement de 97%. Pourquoi ce montant a été modifié et engagé pour moitié? Parce que c'est la seule rubrique où nous avons un investissement important à réaliser, notamment l'imprimerie gouvernementale. Il se trouve que nous avons fait avec le ministre de l'économie et des finances, avec l'accompagnement de monsieur le Premier ministre et l'accord du chef de l'État depuis 2022, que l'imprimerie gouvernementale soit construite selon un modèle partenariat public-privé. Ce qui veut dire que nous avons soustrait la construction de l'imprimerie gouvernementale du budget national de développement pour qu'il soit construit dans le cadre d'un partenariat public-privé. J'imagine que nous aurons l'occasion d'en parler ici. L'imprimerie, les travaux ont été lancés en novembre dernier pour une durée de réalisation de 12 mois. Si vous voulez, je peux vous donner le montant exact. Allez-y. C'est 645 milliards 766 millions 20 000 et 464 francs guinéens. 70% de cet investissement et de part sociale est détenu par le privé et 30%, ce qui constitue une exception parce que souvent nous sommes entre 15 et 20%, 30% détenu par l'État. C'est en BOT, ce qui veut dire que le partenaire va investir 100% du montant. L'État a mis à disposition le site, a fait les études, d'où le taux de décaissement de ce montant pour moitié, parce que c'est ce décaissement qui a permis de réaliser les études de faisabilité conduites par l'ACGP. Et lorsque les études ont été validées et mises à la disposition de la Direction générale du contrôle des marchés publics, cela nous a permis de lancer un appel d'offres ouvert à l'international. Nous avons eu 7 postulants. À l'issue du processus, une entreprise espagnole a été retenue en partenariat avec une entreprise guinéenne qui va réaliser cette imprimerie gouvernementale. C'est ce qui fait que ce taux de réalisation est conforme au taux d'engagement. Le solde de cette dépense d'investissement a été revu à la hausse cette année à la LFI pour que le secrétariat général du gouvernement fasse une extension de son siège. L'extension qui va nous permettre d'améliorer les conditions de travail de nos collaborateurs, ce que nous avons déjà commencé depuis le mois de mars dernier après ma nomination. Vous avez aujourd'hui un secrétariat général du gouvernement qui a été modernisé, un secrétariat général du gouvernement accessible et conforme à la vision du chef de l'État qui veut que tous les départements reflètent la refondation de l'État. Et aujourd'hui, nous avons pu, avec peu de moyens, rénover le secrétariat général du gouvernement. Mais l'extension de ce budget sur les lignes d'investissement nous permettra d'agrandir le secrétariat général du gouvernement et de proposer des salles de conférence qui nous permettront de réaliser des dépenses d'économie d'échelle, auprès des départements ministériels afin d'éviter d'aller faire des séminaires
ou des ateliers à l'extérieur, ce qui coûte énormément cher à l'ensemble des membres du gouvernement. Mais dans cette rubrique, lorsqu'on regarde le taux d'investissement rapproché à l'intérêt que ça rapporte à l'État guinéen, c'est d'abord le fait de garantir la fusion, la réunion de l'ensemble des coûts d'investissement pour la papeterie, pour les papiers, les enveloppes, tout le circuit administratif sera regroupé, l'impression sera regroupée dans cette imprimerie, ce qui nous permettra de réduire les coûts d'impression, de maîtriser ces coûts, d'harmoniser conformément à la charte graphique la production administrative de l'État, mais aussi de sécuriser nos documents parce qu'ils seront conçus, imprimés et fabriqués sur le territoire national de notre pays. Donc, à côté de tout ça, nous avons pu obtenir un apport, notamment interne de l'ANSUTEN, qui nous a permis de mettre en place un modèle de formation en ligne. L'Agence nationale de services universels de télécommunications, qui nous a financé pour la mise en place de e-formation, qui est un outil de formation à distance accessible à l'ensemble des cadres de l'administration publique. Ceci aussi réduit les coûts de formation et de présence dans les hôtels, notamment, sans cibler les hôtels. Mais la formation en ligne permettra, juste avec une adresse mail gouvernementale, gouvernement.gn.gov.gn, de se connecter, d'avoir accès à toutes les rubriques. Le Premier ministre nous a demandé de rendre obligatoire pour certaines catégories de métiers de l'administration publique la certification de certaines formations. Nous allons nous y atteler pour 2025. Nous avons également pu, grâce à l'accompagnement de la primature, mettre en place l'outil de gestion des actes administratifs de l'État, GEDA, qui permet aujourd'hui à un acte qui est une décision, un arrêté ou un décret, d'avoir une vie à partir de sa mise en ligne jusqu'à la signature par le chef de l'État pour les décrets, pour les ministres, les arrêtés pour les ministres, d'avoir un historique, une traçabilité. À partir du moment où le ministre a mis en ligne, avec un niveau d'habilitation lui permettant de mettre en ligne, de consulter, le secrétariat général du gouvernement peut regarder la conformité de cet acte, de le prévalider. Ensuite, ça suit son circuit de validation à la primature et la présidence. Une fois que le circuit de prévalidation digital est obtenu, nous recevons le document papier pour son enregistrement physique au secrétariat général du gouvernement, mais pour sa transmission également pour les décrets au niveau du chef de l'État pour sa signature. Donc, avec cet outil, nous avons dématérialisé totalement le circuit de gestion des actes administratifs, décisions, arrêtés et décrets. Personne ne vous dira aujourd'hui, j'ai envoyé mon arrêté, il a été modifié, je sais pas où il est. Non, c'est traçable, on sait qui consulte, qui modifie, qui imprime et à quel niveau se trouve aujourd'hui. Les statistiques sont régulièrement tenues à la disposition du Premier ministre pour savoir quel est le niveau et le flux de gestion de ces actes-là. Nous avons également mis en place un outil de gestion des missions d'État, GEM, gestion électronique des missions d'État. Cet outil entrera en vigueur au courant 2025, qui nous permettra également de dématérialiser la gestion des missions. À côté de cela, nous avons mis en place un autre outil qui est e-conseil. L'outil e-conseil permet à un ministre de son bureau de soumettre sa communication au secrétariat général du gouvernement, d'analyser cette communication avec le cabinet du Premier ministre, de voir l'opportunité de la soumettre, ensuite de permettre aux autres membres du gouvernement d'apporter leurs observations, questions, avant même d'arriver au Conseil. Donc cet outil qui est e-conseil permet de dématérialiser complètement le processus de travail gouvernemental, qui permet également d'avoir accès au compte-rendu du Conseil des ministres et également aux communications des ministres pour l'historique et l'archivage. Et vous aurez l'occasion également, si vous avez la chance de jeter un coup d'œil sur le site internet du secrétariat général du gouvernement, nous avons tenu à mettre à la disposition du grand public les textes qui ont une vocation transversale et une portée publique, les décrets, les lois, et même les lois en avant-projet de loi, avant même d'être soumis au CNT, sont en consultation publique sur le site internet du secrétariat général du gouvernement. Nous avons créé une rubrique pour les membres du gouvernement où ils ont mis leur biographie en ligne, avec leurs photos, avec une identité visuelle harmonisée.
Vous avez l'opportunité de consulter les actions du Premier ministre, son agenda, ses discours, et nous essayons à travers ce site internet de vulgariser avant même le journal officiel les actes administratifs, les décisions et la communication du gouvernemental que nous voulons harmonieuse et conforme à la vision du chef de l'État. Mais voilà, résumé en quelque sorte, conformément à nos attributions, ce que nous avons pu réaliser avec ce budget qui représente à peu près 2% du budget national de développement, leur impact sur le fonctionnement de l'administration et pour le grand public, l'impact qui n'est pas visible, mais qui est visible à travers d'autres départements. Par exemple, FUGAS, nous sommes partie prenante avec le ministère du Budget et du Travail et de la fonction publique pour sécuriser, authentifier les actes qui sont pris par les départements ministériels. Ça, c'est pour citer, entre autres, le processus dans lequel nous intervenons. D'accord. Monsieur le ministre, merci pour cet exposé. Sans plus tarder, nous allons passer à la deuxième partie de cette émission qui est le face-à-face. De retour sur ce plateau, monsieur le ministre, nous sommes à la deuxième partie, le face-à-face. Donc, la première question, ça sera avec Thierno Amadou Camara. Oui, monsieur le ministre, vous parlez de 58%, si j'ai bien noté, de taux d'exécution du budget. Et ça, ce sont les dépenses que vous avez engagées. Et au secrétariat général du gouvernement, vous faites certaines prestations, si on peut appeler ça prestations, qui sont quand même payantes. Il y a des recettes administratives. Est-ce qu'on peut savoir l'apport que vous avez pu faire au niveau du Trésor en termes de mobilisation de recettes? Alors, tout d'abord, l'engagement, c'est 80%. Oui. Et à mettre en lien avec le décaissement qui est de 53%. Oui. Le secrétariat général du gouvernement, dans mon propos introductif, je disais que nous ne sommes pas un département ministériel classique. Mmh. Notre apport au budget national ou à la fiscalité de l'État est à mettre en lien avec ces attributions. Mmh. Nous contribuons peu au budget national et au trésor public. Mais le plan d'action que nous avons envisagé pour 2025 nous amène à reconsidérer cette vision-là. Parce que certains vous diront que le journal officiel est payant, mais en réalité, le budget du journal officiel est financé par le budget national de développement. Son fonctionnement est la distribution dans les départements ministériels. Et lorsqu'il y a une demande spécifique de publication spéciale, c'est préfinancé par le demandeur. À ce moment, c'est l'imprimeur qui bénéficie de ce montant-là. Donc, en réalité, le budget national que nous avons pour le journal officiel va dans les caisses de l'imprimeur qui est un privé. C'est pour ça que nous accélérons le processus de construction de l'imprimerie afin que ces recettes-là soient reversées directement dans le budget national de développement. Mais nous avons envisagé la création d'un bulletin officiel afin que nous aussi nous contribuions effectivement à la fiscalité, aux recettes non fiscales de l'État. Le bulletin officiel aura pour vocation de recenser tous les actes non réglementaires qui seront, par exemple, les agréments d'association, les licences de défrichage, les licences de pêche, les licences les agréments, les autorisations d'ouverture d'usines ou d'écoles, qui sont des actes opposables aux tiers et que les particuliers invoquent souvent devant un banquier pour bénéficier d'un droit. Mmh. Donc, nous allons, avec le concours de l'ensemble des départements ministériels, lancer le bulletin officiel cette année. Pour la publication du bulletin officiel, une grille tarifaire a été élaborée. Elle a fait l'objet d'un arrêté conjoint avec le ministre de l'Économie et des Finances. Les ministres ont concouru à la mise à disposition des spécimens de ces actes. Les bénéficiaires de ces actes viendront payer au préalable sur un compte ouvert à la Banque centrale. Ensuite, ce sont ces montants-là qui vont financer le bulletin officiel. La répartition étant faite par le ministre de l'Économie et des Finances, le solde sera reversé sur le compte du Trésor public. Alors moi, je voudrais vous interpeller sur un sujet. Et souvent, quand on parle d'ailleurs de journal officiel, certains de nos compatriotes pensent à la RTZ. Il y en a même dans les milieux intellectuels qui ne comprennent pas c'est quoi le journal officiel. Il y a des décrets, parfois nous journalistes, pour vérifier certaines informations, on n'a pas accès à des décrets. Qu'est-ce que le secrétariat général du gouvernement fait comme travail? D'abord pour faire connaître le journal officiel, mais pour s'assurer aussi de la disponibilité des actes qui sont pris par l'exécutif. Le journal officiel est différent de l'information officielle.
Le journal officiel est un document officiel, comme son nom l'indique, d'opposabilité au tiers qui rend applicable le principe de nul n'est censé ignorer la loi. Lorsque le président de la République signe un décret en votre faveur et qu'il le garde sur son bureau, vous n'êtes pas censé le savoir, vous ne savez pas que vous êtes nommé. C'est seulement lorsque ce décret est rendu public à la RTG, qui est une information officielle, que vous êtes au courant. En revanche, ce décret est un acte individuel qui n'est pas opposable au tiers. Ce n'est pas comme un agrément ou une loi qui, lui ou elle, doit être publié au journal officiel pour que les tiers et les bénéficiaires puissent l'invoquer et ça devienne opposable. Donc, selon la nature des actes, la publication au journal officiel est plus ou moins obligatoire. C'est pour ça que vous avez l'information officielle qui passe à la RTG pour que, de façon publique et officielle, l'ensemble des concitoyens soient au courant qu'un tiers a bénéficié d'un décret de nomination ou une décision a été prise par décret du chef de l'État et ça soit rendu public. En revanche, sa publication au journal officiel revêt un caractère légal et juridique qui fait que lorsque ce n'est pas publié au journal officiel et que cela est nécessaire pour un tiers qui invoque cela, on devra obligatoirement prouver de façon authentique au secrétariat général du gouvernement en mettant un cachet pour dire qu'il s'agit d'un acte authentique. Mais dès que c'est publié au journal officiel, on n'a plus besoin de prouver qu'il s'agit d'un acte authentique. Là, la conformité est scellée, si je peux me permettre d'utiliser ce mot-là. Donc, nous, ce que nous avons envisagé de faire pour mettre à disposition l'ensemble de ces actes, c'est d'abord la vulgarisation sur le site internet du secrétariat général du gouvernement. À date, si vous y allez, vous ne trouverez pas la totalité des décrets. Nous nous efforçons de mettre ceux qui ont un impact plus ou moins large sur la vie des concitoyens et qui ont une portée générale. Ces décrets sont disponibles sur le site internet du secrétariat général du gouvernement, les lois également. Mais nous avons travaillé depuis 6 mois dans un processus de digitalisation du journal officiel. Le processus nous a permis d'aboutir au recrutement d'un cabinet. La ligne budgétaire a été octroyée dans la LFI de cette année. La signature du contrat aura lieu dans les jours à venir. Et cela nous permettra d'avoir un journal officiel digital avec un abonnement en ligne qui permettra aux citoyens... Surtout la fréquence. La fréquence, elle est le fruit de la production réglementaire et législative de notre pays. Et ça coûte pour ça coûte pour les contribuables. Ça coûte 100 000 francs pour un document, pour un journal officiel, monsieur le ministre. Vous convenez que c'est cher? C'est cher. C'est pour ça que l'imprimerie gouvernementale va venir mettre fin à cette dépense-là, à cette saignée financière. Bien sûr. Mais le journal officiel ne peut pas paraître si les actes qui doivent être dedans ne le permettent pas. Nous ne pouvons pas sortir toutes les semaines un journal officiel avec 2 actes. Ça dépend de la production réglementaire et législative de notre pays pour que la fréquence du journal officiel soit conforme. Vous n'avez pas une périodicité qui est... Elle est établie, c'est toutes les 2 semaines. Toutes les 2 semaines, le journal officiel doit sortir. Mais nous faisons sortir le JO une fois par mois. Encore une fois, en tenant compte des dépenses qui sont liées à la production parce que nous traitons avec un privé, mais aussi pour être efficient et sortir un journal officiel qui puisse servir et non un journal officiel juste parce qu'il y a 2-3 actes qui sont à publier, quoi. On entend bien. Monsieur le ministre, vous avez dit que votre département, on comprend que votre département est en quelque sorte la mémoire du gouvernement. Et aujourd'hui, vous contribuez à dématérialiser, en fait, les actes qui se posent. Est-ce que ces actes, cette action-là se répercute sur les actes qui ont été pris dans le temps? Est-ce que les archives se font numériquement par rapport à ce qui a été fait? Alors, il est important de faire la séparation entre l'archivage et la dématérialisation du process. L'archivage, c'est le rôle du CDA, du Centre de documentation administrative, qui va conserver ces actes. Cette EPA a travaillé, à travers un outil qu'ils ont mis en place, mais que nous allons rendre plus robuste, à archiver tous les actes avant le 5 septembre. D'accord. Nous avons travaillé à archiver tous les actes après le 5 septembre. À date, ils sont disponibles sur cette application. Même les conventions minières? Même les conventions minières sont disponibles à travers cette application. Néanmoins, pas encore accessibles au grand public. Parce que nous devons travailler sur la robustesse du processus d'accès à travers des niveaux d'habilitation, consultation, impression ou abonnement pour imprimer certains documents qui ont une valeur marchande. Donc ça va être fait. Mais pour les autres documents, notamment depuis le 5 septembre, GEDA, qui est l'outil de gestion électronique des documents administratifs, fait déjà la dématérialisation
dès la mise à disposition du ministre qui initie l'acte. C'est-à-dire nous avons la version initiale déjà sur l'outil. Le processus de prévalidation informatique suit son cours. Après son enregistrement unique au secrétariat général du gouvernement, l'acte est archivé automatiquement sur cette plateforme-là. Donc, ces documents-là sont accessibles sur la plateforme par le biais des codes et des identifiants que les ministres ont à leur disposition et leur cabinet selon le niveau d'habilitation. Mais il y a un comité d'examen préalable des actes qui nous permet aujourd'hui de faciliter ce processus-là. Ce comité d'examen siège tous les mercredis et tous les vendredis à 10h. Il permet de recevoir en amont les actes. Ça réduit le temps d'attente des actes sur la plateforme digitale. Une fois que les actes sont prévalidés dans ce comité d'examen préalable, ils sont remis à la disposition avec un rapport d'examen mis à la disposition du ministre qui soumet. Et nous, ça nous permet avec ce rapport d'identifier la conformité entre ce qui a été fait en amont et ce qui a été soumis. Mais ce circuit nous permet aujourd'hui d'avoir accès à 100% sur le document prévalidé, le brouillon, si je peux m'exprimer ainsi, et le document validé qui est automatiquement archivé. Donc, si je comprends bien, prendre l'acte de 1992, on doit encore aller fouiller les documents au niveau des archives. Au niveau du CDA, oui, malheureusement. Mais nous travaillons encore une fois, à rendre robuste, parce qu'il s'agit de documents à très grande valeur pour certaines. Mettre ça tout de suite à la disposition, physiquement ou de façon digitale, peut fragiliser certaines choses. Nous travaillons avec l'ANDE, qui est l'Agence nationale de digitalisation de l'État, avec le concours du ministère de tutelle, pour que ce système-là soit très robuste et dès qu'on va le lancer, que nous ne soyons pas victimes d'attaques ou de falsification ou d'accès non autorisé. C'est pour ça que les niveaux d'habilitation seront en fonction des utilisateurs. Alors, monsieur le ministre, une question. À un moment, il y a eu des arrêtés qui ont été soit suspendus ou rapportés, je sais pas le terme, beaucoup. Et il avait été dit que la primature allait les examiner. À quel niveau nous en sommes? C'était des centaines d'actes quand même. Est-ce qu'ils sont tous invalidés ou qu'est-ce qui s'est passé? Alors, l'utilisation de la plateforme GEDA a été rendue obligatoire après l'examen de ces arrêtés. En termes juridiques, rapporter, ça veut dire annuler. Je pense que c'est pas souhaitable que cela continue à se faire. C'est pour ça que, à l'époque, le Premier ministre avait mis en place un comité d'examen des actes administratifs. Ce comité a été composé du secrétariat général du gouvernement, de la primature et du vérificateur général de la République. Le rapport final a été rendu fin de l'année début d'année 2024, déposé au niveau du Premier ministre de l'époque, qu'il a déposé lui-même au niveau du chef de l'État. Ce rapport a été transmis au vérificateur général de la République, qui est en cours de réexamen, parce que là, ça devient une enquête administrative. Même si la conséquence du rapport de ces arrêtés a été leur annulation et la prise d'autres arrêtés, parce que après la nomination des nouveaux membres du gouvernement, les mêmes arrêtés ont été renvoyés pour que eux ils réexaminent pour voir si c'est conforme à la feuille de route qui a été assignée. Lorsqu'ils ont été resoumis selon la bonne procédure, ils ont été revalidés parce que ça n'avait pas vocation à pénaliser les utilisateurs, notamment les bénéficiaires pour les actes de nomination qui eux n'ont pas été touchés. Mais le vérificateur est en train de faire ce travail. Nous avons mis à disposition l'ensemble des pièces administratives qui ont été déposé par les départements concernés à la disposition du vérificateur. Il lui revient désormais, après nous, notre examen qui est purement administratif, de fournir plutôt un rapport au chef de l'État et lui dire quel est le sort qui sera réservé. Mais est-ce que vous ne vous exposez pas à une pièce quand vous ramenez des procédures qui étaient censées, qui jusque-là étaient traitées au niveau des départements ministériels, il faut maintenant qu'ils passent un circuit de validation jusqu'au secrétaire général du gouvernement. Est-ce que ça n'a pas un impact sur le temps? Est-ce que l'objectif qui était de réduire le temps de traitement des dossiers au niveau des ministères, est-ce que vous ne perdez pas ce combat? Parce que si finalement on doit attendre que le ministère traite, envoie au secrétaire général du gouvernement, qu'il le traite, après qu'on renvoie au ministère concerné, est-ce que là, ça n'alourdit pas un peu la procédure? Plus de temps. Au contraire, nous avons gagné du temps. Parce que avant, traditionnellement, le secrétariat général du gouvernement a toujours examiné les arrêtés des ministres. Lorsque le ministre prend l'arrêté, il envoie au secrétariat général du gouvernement. Dans la procédure traditionnelle qui veut que ça soit un courrier de transmission, c'est une journée, 2 tout au plus. Le courrier arrive au secrétariat central, suit son cours, arrive dans les services techniques
examine et trouve que malheureusement dans les visas qui sont les actes qu'on vise en amont, il y a un visa qui n'est pas conforme. On refait un courrier, pour ne prendre que cet exemple-là, on refait un courrier, on envoie au ministre, ça repasse par les secrétariats, 4 jours de perdu, pour que le ministre de tutelle, initiateur, se rende compte que dans son arrêté, il y a une petite erreur qui s'est glissée, soit sur la forme, soit sur le fond, et refasse le même acte. Et si par erreur, nous, en examinant au début, on n'avait pas vu une deuxième erreur, on refait le même processus. Mais si on reste juste sur la procédure initiale, 4 jours minimum sont perdus pour dire à un ministre, alors on va dire 1 semaine, jour ouvré, pour dire à un ministre, non, le visa que vous avez soumis dans cet acte n'est pas conforme. Ou la date de la loi que vous avez invoquée dans le visa n'est pas conforme. Mais avec la gestion électronique, le ministre soumet, dans les 5 minutes, nous voyons l'acte, mais instantanément plutôt, nous voyons l'acte. Le flux et l'obligation de gestion que nous avons au secrétariat général du gouvernement nous oblige en 48 heures maximum, soit à dire que cet acte est conforme. Et il y a des opérateurs qui sont dédiés à ça. Bien sûr, bien sûr. C'est la direction de la législation et de la réglementation. Le fait que la primature et la présidence examinent ces actes ne ralentit pas le processus. Au contraire, c'est l'inclusivité qui nous permet aujourd'hui d'assurer que tous les acteurs à leur niveau de responsabilité, notamment administrative et politique et stratégique, examinent un acte collégialement et valident cet acte-là. Mais vous convenez que ça réduit quand même le pouvoir de décision des ministres? Ça ne réduit pas le pouvoir de décision des ministres parce qu'on ne renvoie pas un arrêté pour dire non, vous n'allez pas le faire. On dit juste l'opportunité ou le contenu doit être aménagé. Un ministre est le chef de département dans son département. À ce titre-là, c'est lui qui fait la réglementation avec son équipe. Mais le fait de soumettre ça à un organe collégial, pas parce qu'on se réunit, mais parce que le circuit est, permet de garantir une certaine prudence qui nous éviterait de retomber dans ce qu'on a vu et que vous avez dit vous-même, de rapporter des arrêtés. Ça ne remet pas en question le pouvoir décisionnaire d'un ministre. Au contraire. Et si vous dites aussi que ça fait perdre du temps, nous, ce que nous disons à nos collègues, c'est de dire qu'un arrêté, c'est pas le fruit d'une urgence. Ça n'a jamais été lundi pour mercredi. Ça a été un travail progressif, validé en réunion de cabinet, examiné par le ministre, parfois présenté en conseil interministériel. Et lorsque le ministre souhaite prendre cette décision, il lui revient de prendre le temps de soumettre sur la plateforme. Et le temps de soumission et de gestion ne dépasse pas 72 heures. Il y a des exceptions, bien entendu, que ce temps-là soit rallongé. Et ça, c'est un examen qui est fait par la primature sous d'autres axes et ou par la présidence sous d'autres axes également. Le Premier ministre a donné des instructions dans ce sens pour que la gestion soit rationalisée entre le secrétariat général du gouvernement, la primature et la présidence, et la réduction du temps a fait l'objet d'un arrêté de sa part qui est en vigueur actuellement. Donc nous travaillons sur ça et nous veillons au respect de ces délais-là. La dématérialisation n'a jamais été un retard. Ok. Monsieur le ministre, l'une de vos directions, c'est celle aussi qui est chargée des hauts fonctionnaires. Est-ce que votre avis est pris en compte lorsqu'il s'agit de la nomination de certaines personnes au niveau du gouvernement? Alors moi, je dirais plutôt, est-ce que nous faisons le travail qu'il faut pour que l'avis soit pris en compte? D'accord. Je dirais à 15-20%, parce que cette direction, lorsque vous prenez l'historique du secrétariat général du gouvernement, œuvrait, concourait non seulement à la qualification, mais aussi à la mise à disposition des ressources. Et pour cela, c'était l'héritage administratif de l'ENA, mais aussi des pratiques. Avec le temps, ces attributions se sont estompées parce que le pouvoir discrétionnaire du chef est aussi de choisir celui qu'il veut nommer. Bien entendu. Bien entendu. Mais parce que cette direction, à un moment donné, permettez-moi le terme, s'est éteinte. Parce qu'on a cru que le pouvoir discrétionnaire va supplanter les attributions. Or, c'est pas ça. Il faut continuer à œuvrer dans les attributions qui sont les nôtres, de mettre à disposition. C'est pour ça que j'ai assigné à cette direction l'obligation d'élaborer une politique nationale de qualification et de promotion des hauts cadres de l'État. C'est pas que les fonctionnaires, les hauts cadres de l'État. Cette politique-là va faire l'objet d'une déclaration de politique nationale du Premier ministre. Les outils qui iront avec sont un fichier dématérialisé et une base de CV, mais aussi un processus d'évolution de carrière avec le concours de la fonction publique pour que un diplomate qui n'est plus en fonction
dans un pays étranger qui rentre en Guinée puisse bénéficier de visibilité et que son profil soit utilisé pour autre chose. D'accord. Donc nous travaillons sur ça, à qualifier cette direction d'abord, avant d'invoquer même la prise en compte de sa contribution. D'accord. Monsieur le ministre, on a la réaction d'un citoyen sur votre département et ça sera tout de suite dans le Vox Pop. Moi, c'est Guiba Keita, citoyen guinéen, résident dans la commune de Lambaye. D'abord, je salue d'abord le général Mamadi Doumbouya pour les efforts que tout le peuple de Guinée est en train de voir. Parce que ce qui est, ce qui n'est pas, n'est pas. Ce qui est, on constate aujourd'hui qu'il y a le goudron et il y a la lutte contre la corruption. Ça, c'est palpable. Donc, il faut commencer d'abord par saluer le général Mamadi Doumbouya et son gouvernement. Est-ce que le secrétariat général, en tant que structure, l'organe censé de contrôler tout le gouvernement guinéen, comme son nom l'indique, est-ce que ce secrétariat a la même mise effectivement sur les fonctionnaires guinéens qui aujourd'hui viennent d'être récemment recrutés, c'est-à-dire si ce secrétariat général compte aller au-delà du recrutement de ces nouveaux fonctionnaires? Oui, j'ai bien compris la question de ce citoyen. Elle est juste dans le sens où, dans le rôle qui nous est dévolu, nous accompagnons, nous assistons le Premier ministre dans la coordination de l'action gouvernementale. C'est le Premier ministre qui donne l'impulsion. C'est le Premier ministre, le chef d'orchestre. Donc nous sommes à côté du Premier ministre pour cela. Et seul le secrétariat général du gouvernement propose au Premier ministre. Mais c'est lui, le chef d'orchestre, qui va coordonner cette action gouvernementale. C'est en ce sens que notre contribution, nous pensons que nous jouons ce rôle-là pleinement auprès du Premier ministre en recensant les communications des ministres, en facilitant l'interministérialité, mais aussi en remontant les informations techniques les plus pertinentes à notre regard au Premier ministre. Et c'est lui, le chef du gouvernement, qui coordonne, qui donne l'impulsion et qui nous autorise à contrôler certains aspects de ce travail gouvernemental-là. C'est un travail d'équipe avec le cabinet du Premier ministre. Ce travail d'équipe-là passe par des réunions régulières, des consultations en individuel avec Monsieur le Premier ministre, mais aussi avec son cabinet. C'est ce travail-là que nous essayons de concrétiser à travers des outils comme GEDA, sur lesquels la primature aussi a un droit de regard. Et c'est comme ça que nous contribuons à coordonner l'action gouvernementale et non la maîtriser, parce que le but c'est pas ça, mais c'est plutôt de permettre à chaque ministre d'exprimer ses prérogatives, pleinement ses prérogatives, conformément à la lettre de mission qui lui est assignée. Donc, dans ce contrôle de l'action gouvernementale que nous faisons avec le concours de la primature, nos prérogatives ne vont pas jusqu'à limiter la fonction publique dans le type de recrutement qu'il veut faire. La politique de recrutement au sein de l'administration publique est d'abord une décision politique du chef de l'État, coordonnée ensuite par le Premier ministre et gérée par la fonction publique. D'accord. Le secrétariat général du gouvernement intervient uniquement dans le processus de validation des actes qui engagent ces fonctionnaires, notamment par arrêté du ministre de la fonction publique, dans le processus d'élaboration de ces arrêtés, dans le processus d'enregistrement de ces arrêtés et dans le processus futur d'authentification de ces arrêtés pour éviter les faux. C'est en ce sens que nous ne pouvons pas impacter sur la politique de recrutement qui est d'abord budgétaire, ensuite qui est du ressort du ministère du Travail et de la fonction publique, qui par ailleurs travaille avec l'ensemble des membres du gouvernement. Lorsqu'il est question d'engager des fonctionnaires, il porte une communication en conseil des ministres pour présenter les objectifs et donner les chiffres et les objectifs assignés à ce recrutement-là. Donc, je comprends sa question, mais voilà la limite un peu de notre intervention dans le contrôle de l'action gouvernementale. D'accord. Alors, monsieur le ministre, là, je porte carrément le manteau du citoyen dans le quartier. Vous parlez de coordination de l'action gouvernementale. Quand on voit certaines sorties de pistes, permettez-moi l'expression, de certains ministres qui ne se gênent pas d'être à la tête de mouvements politiques, qui ne se gênent pas de descendre sur l'arène politique, boxer avec des acteurs politiques, est-ce que ça ne frise pas un peu manque de coordination dans l'équipe gouvernementale? Est-ce que des ministres sont permis de parler politique, d'aller faire au-delà de l'équipe gouvernementale? Vous savez, un ministre est d'abord politique.
Au-delà d'être le technicien, le chef de département, à ce titre-là, il conduit la politique de son département. Donc, il a la latitude de communiquer. Oui, mais je parle de la politique politicienne. Il a d'abord la latitude de communiquer sur la politique de son département. Oui. La politique politicienne, telle que vous l'évoquez, il est de la responsabilité citoyenne de chacun de mesurer les propos qu'on peut tenir. Au niveau du gouvernement, nous avons une ligne de conduite que le Premier ministre édicte régulièrement, c'est de garder cette vision d'union, de solidarité, afin de continuer à maintenir la paix sociale au sein de notre société. Le chef de l'État, à chaque fois que l'occasion nous est donnée de l'écouter en Conseil des ministres, insiste sur le même discours. Et les éléments de langage, d'harmonisation de la communication gouvernementale sont portés par le Premier ministre et le porte-parole du gouvernement. Lorsqu'il y a des sorties que les médias jugent inopportunes, c'est une appréciation qui peut être objective ou subjective. Mais il convient de remettre tout ça dans un contexte qui fait que le CNRD, le chef de l'État et le gouvernement qu'il a mis en place n'ont qu'une seule vision. C'est cette vision d'une Guinée qui est unie, avec un discours politique cohérent. Vous avez suivi son adresse à la nation cette année. C'est un discours profondément social et politique, mais aussi de rassemblement de tous les fils et les filles de Guinée. Donc, lorsqu'un ministre porte ce discours-là, les interprétations qui peuvent être portées par les uns et les autres dépendent aussi de leur point de vue. On ne peut pas jeter l'anathème parce qu'un ministre a porté des propos politiques alors qu'à la base, un ministre est politique. Alors il y a quand même, si au niveau des propos, les gens ont cette liberté, mais vous pouvez au moins les évaluer dans l'exécution des feuilles de route que la primature leur remet. Que faites-vous aujourd'hui pour relancer les évaluations du gouvernement qui était aussi une innovation du CNRD, mais que vous semblez abandonner? Pas du tout. L'État, c'est la continuité. L'administration avec. Le Premier ministre a donné des consignes claires lors de la retraite gouvernementale à Kindia pour la poursuite des contrats de performance et l'évaluation périodique de l'action de chaque département. Mais il a voulu rajouter un volet supplémentaire, c'est le volet contributif de chaque département, afin que ça ne soit pas une consigne qui descende, mais plutôt des besoins qui remontent. Pendant les 2 dernières semaines, tous les départements ont travaillé avec le cabinet du Premier ministre à l'élaboration des plans d'action opérationnels qui vont être mises dans les lettres de mission, qui seront différentes des attributions qui sont déjà connues par décret. Il ne s'agira pas de reprendre les attributions du décret et vous dire « faites ça ». Non. Le Premier ministre, conformément à cette feuille de route que les ministres se sont assignés lui-même et les plans d'action qu'ils ont présentés eux-mêmes, va faire des lettres de mission. Et ce sont ces lettres de mission-là qui vont faire l'objet d'évaluation avec une méthodologie identique à celle qui a été appliquée depuis par rapport à la gestion orientée sur les résultats. Mais il y a un volet contributif qui nous permettra cette fois-ci aux secrétaires généraux notamment de porter les plans d'action et de défendre ce contrat de performance d'une façon un peu plus, j'ai envie de dire, inclusive. Voilà. Mais ça n'a pas été abandonné. Le secrétaire général du gouvernement, c'est aussi en quelque sorte le conseiller juridique du gouvernement. On voit des conventions minières se négocier, on voit ça à la télévision, à la RTZ, mais on voit rarement soit la tête ou alors des représentants du secrétaire général du gouvernement. Est-ce que effectivement cette prérogative vous arrivez à l'exercer en tant que conseiller juridique du département? Est-ce que vous émettez des avis juridiques qui sont pris en compte par la primature et le département ministériel? Nous exerçons pleinement cette prérogative, comme je l'ai dit tantôt, à travers le comité d'examen des textes. Lorsque l'initiative d'un texte est prise, que ce soit un projet de décret à vocation transversale, un avant-projet de loi ou une convention, ce texte est au préalable soumis à l'examen du comité technique du secrétariat général du gouvernement. Ce comité est composé des conseillers juridiques des départements qui portent le sujet, des conseillers juridiques des départements qui sont potentiellement impactés et des cadres du secrétariat général du gouvernement. Ce rapport d'examen est joint au projet, souvent modifié, complété ou avec des observations, et retourné au département sectoriel, qui est libre ensuite de nous convoquer. Nous n'avons pas vocation à apparaître dans les négociations contractuelles. Notre travail est un travail de fourmi, comme je l'ai dit en amont. Nous n'avons pas vocation à être vus dans les négociations contractuelles ou à être vus dans les conventions internationales où il y a des conventions. Non, nous faisons ce travail-là en amont. Nous soumettons les avis juridiques sur la forme, sur le fond et sur le respect de la procédure. Par exemple, le projet de construction des hôpitaux modulaires de Kindia, de l'Abbé, Zérékoré.
Le secrétariat général du gouvernement a travaillé et avec le partenaire financier, et avec le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique, et avec les entreprises qui ont bénéficié des contrats de construction. De bout en bout, du début jusqu'à la fin de ce processus-là, nous avons contribué à l'élaboration des conventions, y compris sur les modalités de paiement. Mais vous ne nous verrez pas à la même table que le ministère de la Santé pour dire nous avons fait. Non, nous intervenons en amont. Peut-être un mot sur un changement qui apparaît quand même. Depuis peu, on ne voit plus circuler sur les réseaux sociaux, notamment des actes administratifs. Qu'est-ce que vous faites pour que ce genre de pratique ne revienne pas? Nous avons fait une sensibilisation. Nous avons fait une émission à la RTG et un passage également au journal télévisé. D'abord en réglementant la conception et la fabrication des cachets. Tout a été interdit, sauf agrément préalable délivré par le ministère de la Justice et des Droits de l'Homme. Donc, ça fait que ça réduit déjà le faux sur les cachets. Ensuite, nous avons vulgarisé les papiers en tête sécurisés et la charte graphique de l'État. Et nous avons prévenu que tout contrevenant sera poursuivi à ce titre-là. Mais la sensibilisation est aussi allée dans les départements. Nous avons élaboré un processus de communication respectueux, à minima, des normes de confidentialité. Des fiches de confidentialité accompagnent les courriers. Le niveau de confidentialité est établi selon qu'il soit accessible à tous, selon qu'il soit accessible uniquement à son destinataire, selon qu'il soit possible de partager l'information et selon qu'il ne soit pas possible de partager l'information. Ce processus, ce protocole de confidentialité a été établi, validé et signé par tous les ministres. Nous avons fait des ateliers de formation de tous les secrétariats centraux au secrétariat général du gouvernement. Nous avons vulgarisé ces fiches de confidentialité, nous avons vulgarisé ce processus et nous avons également demandé d'éviter d'utiliser les plateformes de réseaux sociaux pour partager des documents. Nous pouvons partager une information. Par exemple, il semble que le jour férié, le jour latel est férié. Mais nous ne sommes pas obligés de prendre le communiqué du ministre du Travail et de la Fonction publique, de le mettre en ligne dans un groupe d'échange des réseaux sociaux. Le contenu peut être partagé. C'est ce que nous, dans le protocole, nous avons mis en avant. Nous avons demandé à tous les secrétariats centraux, tous les bénéficiaires d'informations du système administratif de veiller à cela. Et cette campagne, j'espère, comme vous le dites, a porté ses fruits. Si ça a réduit, tant mieux, mais nous n'allons pas lâcher la pression. Nous allons continuer à travailler avec les départements concernés, notamment le ministère de la Sécurité et le ministère de l'Information. Donc très bien, Monsieur le ministre, on est pratiquement à la fin de cette émission. Vous avez des perspectives au compte de l'année 2025? Oui, nous avons notamment l'obligation de livrer l'imprimerie cette année, parce que c'est un engagement sur 12 mois. Nous y veillerons. Je me rends souvent sur ce chantier pour voir comment ça se passe. Nous avons bénéficié ça sera où? À Coloma. À Coloma, d'accord. Nous avons bénéficié d'un accompagnement d'un partenaire de l'Union européenne pour la certification ISO, c'est-à-dire des processus de travail, la définition des méthodes de travail. Cette certification est en application, en observation au secrétariat général du gouvernement pour 2-3 mois. Si les résultats sont concluants et positifs, nous comptons le déployer dans les départements pour adopter un mode de fonctionnement conforme à cette certification ISO qui n'est pas propre au secteur privé. Nous avons également, comme je l'ai dit tantôt, en vue la digitalisation du journal officiel au premier trimestre de cette année. Nous avons le bulletin officiel que nous allons lancer. Nous travaillons également sur recommandation même du CNT cette année à la vulgarisation des textes à travers nos services déconcentrés qui vont contribuer d'une part au travail en amont avec l'administration déconcentrée dans la prise de décision par les gouverneurs et les préfets, mais aussi par la vulgarisation des textes auprès de ces administrations déconcentrées. Nous allons poursuivre la sécurisation des documents sécurisés avec le concours de l'ensemble des départements et la direction du contrôle des marchés publics pour que les documents qui seront mis à la disposition de l'administration soient conformes à la vision que nous avons de la confidentialité et aux orientations du Premier ministre chef du gouvernement. Nous allons également poursuivre le processus de digitalisation des outils de travail, notamment e-formation, pour que ça soit un outil désormais consultable et à la disposition de l'ensemble des cadres de l'administration. Notre vocation, surtout en 2025, c'est de continuer à renforcer le positionnement du secrétariat général du gouvernement comme organe qui appuie le Premier ministre
dans l'impulsion, la coordination et le contrôle de l'action gouvernementale. C'est de là que naîtra une harmonie dans la conduite des politiques publiques, sous la conduite du Premier ministre. Lorsque les actions sont harmonisées, la communication est harmonisée, les décisions sont exécutées et les comptes sont rendus, comme nous sommes en train de le faire, nous estimons qu'en 2025, cet objectif est atteignable selon la vision qui nous est assignée et les objectifs qui seront propres à chaque département. Et le secrétariat général du gouvernement va travailler pour ça. Très bien. Il ne reste plus qu'à vous dire grand merci. Ça a été un plaisir de vous avoir sur ce plateau. Merci à toi. Merci. Ainsi prend fin cet autre numéro de votre émission. On fait le point. Nous avons reçu pour vous Monsieur Tamba Benoît Kamano, lui-même ministre secrétaire général du gouvernement autour du bilan de son exercice 2024 à la tête de son département. À très bientôt pour un autre numéro de On fait le point. الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على نبي الهدى الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. شهر رمضان شهر الصيام والقيام وتلاوة القرآن، شهر العتق والغفران، شهر الصدقات والإحسان، شهر تفتح فيه أبواب الجنان